Moi, c'est Aurélie. Je voyage avec Archie, mon vélo pliant Brompton, en prenant mon temps. Pour la saison 1 de l'aventure, je suis partie pédaler sur les routes du Québec à la rencontre de projets positifs et engagés. Dans l'épisode précédent, ma route continuait vers Shawinigan, où Pascal et sa famille m'accueillaient avant de prendre le train en direction de Jonquière au Saguenay-Lac-Saint-Jean. À 2h du mat', Mireille m'attendait à la gare et après une courte nuit, je reprenais la route vers le lac Kenogami. Dans ce nouvel épisode, je me dirige vers Héberville où je dois rencontrer Gabriel et Mathieu qui vivent au milieu de la nature, entre yourtes et maisons en bois rond. Allez, c'est parti. Je sais pas, petite route de campagne. En fait, on dirait que je préfère ces routes au bois. Parce que quand t'es dans le bois, c'est long. Puis c'est long, les routes là, ça en finit pas. Ici, on voit du pays là. C'est grand ouvert, puis c'est comme des espèces de monts, je sais pas. C'est très très beau. Hein. Je vous fais les commentaires. Oh, une petite mini maison. Franchement, tu retapes ça là. T'es bien, t'es au bord de la route par contre. Mais bon, pas tout à voir. Avec le petit poêle. Ah, trop bien. Je suis arrivée au petit dépanneur, le petit café ça s'appelle, sur le bord de la route. Je suis à 5 km de chez Gabriel. Mais là je dois prendre la 169 qui rejoint Québec. Mais il y a une méchante pente qui monte sur plusieurs kilomètres. Donc je lui ai demandé si elle pouvait pas venir me chercher au dépanneur pour m'éviter ces 5 km là. Je le sais depuis que je suis toute petite que je veux vivre en forêt. Je sais depuis que je suis toute petite que je veux des animaux, que je veux faire pousser des légumes. Je me souviens pas exactement le moment où j'ai pris cette décision-là. Peut-être que c'est quelqu'un qui m'a inspirée, que je me souviens plus dans ma tendre enfance, mais c'est vraiment en moi. Puis c'est mon chum Mathieu, c'est vraiment en lui aussi depuis l'enfance. Nos parents nous encouragent à 100% dans notre mode de vie, mais c'est pas comme ça qu'on a grandi. Donc tout est à apprendre. Vivre en forêt, c'est beaucoup de travail. On s'imagine que vivre en forêt, c'est facile, c'est tellement merveilleux, c'est tellement... Il n'y a pas de mouches, il n'y a pas de travail à faire, mais finalement, c'est beaucoup de travail et on apprend chaque jour parce que c'est un travail qui s'apprend. Puis tout ça, c'est un peu mis en branle quand on est allé vivre au Yukon. C'est certain qu'on savait qu'on voulait vivre en forêt, mais de là à le mettre en application, ça prend du courage, ça prend quand même du courage.
Donc, quand on est allé vivre au Yukon, on a rencontré beaucoup de gens qui vivent autrement, dans des mini-maisons, dans des yourtes, qui vivent en pleine forêt, pas d'eau, pas d'électricité. Ça nous a énormément inspirés. Nous-mêmes, on a vécu dans une petite cabine, pas d'eau, pas d'électricité. On s'occupait d'une meute de chiens de traîneau. C'était vraiment une expérience extraordinaire. On est resté là pendant 1 an. Moi, j'enseignais, Mathieu était guide de traîneau à chiens. Puis l'expérience a tellement été positive. Puis on s'est rendu compte qu'on était capable de vivre ce mode de vie-là. Que ça prenait, oui, du travail, oui, la détermination, du courage, mais que c'était fait pour nous. Tu sais, on était fait pour ça. C'est pas fait pour tout le monde, mais nous, c'était fait pour nous. Ça a été difficile de partir. Mais je pense que c'est dans la tête. Tu sais, le sentiment qu'on a vécu là-bas, c'était fort parce que c'était la première fois qu'on vivait ça, la liberté, la vie en forêt, la découverte de soi aussi, sortir de nos cercles d'amis, sortir de nos habitudes, de nos villes pour aller vivre une totale expérience, imprégnation totale en forêt, ça te remet les valeurs en place, puis ça te questionne sur qu'est-ce que je veux vraiment, où est-ce que je veux habiter, qu'est-ce que je veux faire comme travail, qui je suis, qu'est-ce que j'aime, tu sais, ça te questionne. Puis le Yukon, ça a juste été finalement un passage vers autre chose, vers une vie en forêt, parce que ça soit au Yukon, on l'aurait probablement eu ici, ce passage-là aussi, mais au Yukon, c'était fort, parce que c'est grandiose, ça te frappe en plein visage, le Yukon, là. C'est une claque, là. C'est une claque, mais c'est une claque qui fait du bien. C'est en allant au Yukon qu'on a su exactement ce qu'on voulait. Puis les deux en même temps. Ça, c'est fantastique parce que Mathieu et moi, on est toujours sur la même longueur d'onde. On veut exactement la même chose. Puis on a décliqué, je pense, presque en même temps sur c'est ça. C'est la vie en yourte. Fait que dès qu'on est revenu au Québec, on a acheté la yourte. Ça a été la première chose. Mais là, c'était de la mettre où? Tu sais, ça a été ça la prochaine étape. On la met où, cette yourte-là? Ici. On s'est senti tout de suite à la maison. Le monsieur qui nous l'a vendu, Monsieur Lajoie, qui est un personnage, qui est un homme très important dans notre vie, on s'est senti tellement accueillis, comme si c'était notre papa qui nous recevait. Puis on a su exactement où la yourte allait être placée aussi. On a vu l'espace, on a dit, ouais, c'est ici qu'on va placer la yourte. Bienvenue à la yourte. Donc, la petite maison. C'est vraiment tout ce qu'il faut ici. On est vraiment bien. C'est sûr que quand on n'est pas là depuis quelques jours, si on part une fin de semaine, on revient, il fait froid. L'hiver, ça prend un bon 1 ou 2 heures là, à se réchauffer, on garde le manteau. Mais ça fait partie de l'expérience, puis moi j'aime ça. Ça fait partie de toute la lenteur dans ta vie quotidienne aussi, comme je parlais tantôt, l'importance de ralentir. Pas penser que tu vas monter le chauffage puis ça va être instantané, tu sais. D'attendre que la chaleur arrive, d'aller chercher, puiser ton eau. C'est tous des gestes lents, mais ça amène beaucoup plus de gratitude au jour le jour parce que tu as travaillé pour atteindre ta chaleur, tu as travaillé pour atteindre l'eau courante, tu as travaillé pour tout ce que tu as. Donc, ça amène beaucoup plus de gratitude puis beaucoup plus de reconnaissance envers la vie que tu mènes, là. On est à 20 minutes de l'épicerie la plus proche. Donc, c'est sûr que faut penser à ça. Il faut
faut accumuler un peu de nourriture, avoir un assez gros frigo pour stocker assez pour pas y retourner chaque jour. Fait on s'est gâté avec un gros frigo qui fonctionne aux panneaux solaires, l'eau qui est par gravité, avec le petit robinet, mais c'est tout par gravité. C'est de l'eau qui est non potable, mais on apporte des bidons d'eau qu'on remplit à gauche et à droite. Il n'y a pas de coin. Il n'y a pas de pièce non plus fermée. Mais nous, on avait quand même envie de fermer un certain espace pour pouvoir mettre nos vêtements, nos effets personnels fermés. Parce que sinon, c'est à la vue de tous. Puis on avait envie d'avoir notre petit garde-robe fermé. Fait qu'on a créé vraiment une mezzanine avec deux pièces en dessous. Donc, on dort en haut. Et puis, en dessous de nous, il y a deux petites pièces. Un rangement comme ça, qui est un débarras, où est-ce qu'il y a les batteries, du panneau solaire. Il y a tout ce qu'il faut pour l'eau non potable aussi. On peut ranger nos vêtements, on peut ranger nos effets personnels. Ici, on a la petite toilette. Donc, ça aussi, c'est important pour nous, quand on reçoit surtout. Puis aussi pour l'hiver, d'avoir une toilette confortable. Donc, on a une petite toilette au compost qui fonctionne, dans le fond, c'est un seau avec du brin de scie. Oui, on voulait vivre dans une petite maison, une mini-maison, mais on voulait quand même être capable de recevoir des amis, la famille. Donc, c'est certain qu'on voulait aussi être capable de recevoir des gens à coucher. Donc, le futon, le divan-lit, c'était un must, mais on voulait de l'espace. Fait qu'on s'est créé ce coin de salon qui est notre télé. On dit notre télé, c'est le foyer. Parce qu'on regarde toujours le foyer. Naturellement, nos yeux sont attirés vers le foyer. On peut passer des soirées à être juste assis puis regarder les flammes l'hiver. Tu sais, c'est tellement reposant. On prend le temps de se parler, Mathieu et moi, puis aussi avec des amis. Le fait qu'il n'y ait pas d'Internet ici, qu'il n'y ait pas de réseau, ben on n'a pas le choix de se parler, on n'a pas le choix de passer du temps de qualité ensemble. Puis maintenant, c'est aussi un espace d'accueil pour des événements comme des cercles de femmes, des événements de connexion à la nature, autres formations. Fait que c'est vraiment un espace d'accueil. Dans la nature, c'est beaucoup la forme du cercle. Tout est cyclique, tout est circulaire. Fait que tout ce qui est rond, ça me parle beaucoup, puis ça me ramène à la vie, finalement. Fait qu'une maison ronde, pour moi, c'est vraiment une maison vivante. L'énergie circule, il y a quelque chose de vraiment spécial au niveau de l'énergie. Fait qu'on se sent bien. Comme quand on rentre dans une yourte, on se sent naturellement bien. On dort bien, on se sent en équilibre. Fait que ça, c'était quelque chose qui était intéressant pour nous. On l'a payé 16 000 $, elle était usagée. C'est certain qu'une yourte comme ça, avec tout le poêle, les fenêtres, le dôme, c'est autour de 30 000 $ neuf. Mais c'est sûr qu'usagé, autour de 15 000 $, c'est possible. Et c'est bien isolé. On est bien, le plancher est isolé, on a réisolé aussi l'extérieur. Le plafond est isolé, on est vraiment bien. Donc, ça, c'est l'entrée de la yourte. C'est vraiment tout sur pilotis, donc c'est vraiment à côté sur des bouts de bois qui sont déposés sur des pattes d'éléphant en béton. On a le panneau solaire aussi un seul panneau solaire qui nous fournit tout ce qui est l'électricité pour les lumières et le frigo. Donc, c'est génial. Il y a seulement les mois de décembre et janvier qui a un petit peu moins de soleil, qu'on doit quand même pallier un petit peu. Au niveau du frigo, on va ajouter de la neige dans le frigo pour garder nos aliments au frais. Sinon, ça fonctionne super bien. On n'a jamais manqué d'électricité. Vous avez vécu combien de temps ici, 4 saisons, mettons Je dirais l'équivalent de 2 ans à peu près. Ouais. C'est sûr qu'on n'était pas toujours ici parce que y a pas de douche, puis il n'y a pas de laveuse-sécheuse et il n'y a pas non plus de réseau. Donc, pas d'Internet, puis pas nécessairement capable de parler au téléphone. Donc, pour le travail, c'est certain qu'il fallait aller chercher
du réseau, Internet, se laver nos vêtements. Donc, on avait une auberge avant, une auberge de jeunesse. Donc, on allait à l'auberge pour faire tout ça. Puis l'été, on était à l'auberge aussi, bien évidemment, parce qu'il fallait travailler. Mais sinon, on passe nos hivers ici. Puis le temps des sucres, tout le temps des sucres. Je vous montrerai tout à l'heure l'équipement du temps des sucres. Puis la chasse aussi, l'hiver, quand on a besoin d'un peu plus de tranquillité, d'être tout près du poêle à bois. C'est vraiment l'endroit. Mais maintenant, depuis 2 mois, on habite dans une maison tout près d'ici. Donc, on vient seulement pour se ressourcer et pour accueillir les amis. C'est une terre qui a 1 kilomètre de long, donc c'est vraiment parfait pour faire notre bois de chauffage, faire le sirop d'érable, aller à la chasse, profiter de la nature, faire la cueillette. On a vraiment un beau terrain de jeu. C'est une forêt qui est très ancienne à Héberville. Il y a eu un grand feu de forêt qui a brûlé tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean il y a un peu plus d'1 siècle. Mais la forêt d'Héberville, vu qu'elle est en hauteur, a survécu à ce feu-là. Donc il y a des arbres centenaires, il y a même un arbre, on pense qu'il y a 400 ans. On a vraiment des très vieux arbres. Tu sais, il y a comme une abondance, il y a des érables, tu fais ton sirop, ça coule tout seul. C'est sûr que c'est du travail, mais... C'est la nature qui nous offre tout ça, tu sais. Quand on se met à regarder la nature, on voit pas juste la forêt puis juste du vert, tu sais. On voit la pharmacie, on voit le garde-manger, mais on voit aussi le frère, la sœur, le grand-père. Tu sais, moi, quand je vois la forêt, c'est ma famille, tu sais. C'est vraiment ma famille, puis ils me donnent beaucoup. Moi, je leur donne pas beaucoup par rapport à eux. Qu'est-ce qu'ils me donnent? C'est l'abondance, vraiment. La forêt, même la forêt boréale, là, c'est l'abondance. Il faut juste apprendre à regarder tout ce qui nous entoure, puis petit à petit apprendre à connaître toutes les plantes qui peuvent nous donner quelque chose. C'est une éducation, en fait. C'est une éducation. Ça prend du temps à apprendre tout ça. Puis c'est pas dans beaucoup de familles que c'est transmis. Oralement aussi, avant c'était transmis, mais il y a une perte un peu de savoir qu'il faut aller rechercher. Puis c'est riche, là. Nous demandant d'Internet, notre travail nous demandant d'aller prendre des douches, l'hiver et tout ça. On s'est questionné parce que le nouveau projet, c'est fonder la famille. Puis en discutant avec mon conjoint, c'est sûr qu'on s'est questionné. On veut être bien, on veut que nos enfants aient de l'espace, qu'on soit à l'aise. Donc on a acheté une maison il y a quelques mois et puis on vit depuis 2 mois dans la maison. Une belle petite maison en bois rond, ça nous ressemble. C'est la même énergie que dans la yourte. L'ancien propriétaire a construit la maison avec des arbres sur la terre. Donc ça a été tout fait à la main, puis on voit que c'est artisanal. C'est quand même important de mentionner et de reconnaître qu'on est sur une terre autochtone ici. Donc ici, sur le territoire, c'est le Nitassinan, c'est le territoire Innu. Puis j'ai un grand respect puis beaucoup d'amour dans mon cœur pour les Inuits qui ont pas cédé cette terre-là puis que maintenant on habite. On a eu vraiment beaucoup de chance de pouvoir acquérir cette belle petite maison-là. C'est surtout le décor qui est magnifique. C'est surtout quand tu regardes par la fenêtre que c'est magnifique. Parce qu'à chaque jour, on prend notre café puis on se dit à quel point on est chanceux de pouvoir regarder le lac, de pouvoir entendre le huard à chaque matin qui nous chante sa mélodie, d'entendre les oiseaux, de voir les colibris qui nous viennent nous voir à tous les matins.
dans ma quête de santé, d'équilibre, puis aussi de me redécouvrir, puis de m'écouter, je me suis rendu compte que dans mon travail d'enseignante, je n'étais pas nécessairement très épanouie. J'avais des idées, un peu comme... j'étais un peu utopiste par rapport à la vie en forêt. J'étais un petit peu utopiste par rapport au métier d'enseignante. J'avais l'impression que j'allais pouvoir changer le monde d'un enfant à la fois, mais ça a été très difficile d'entrer dans le système scolaire. Au Yukon, j'ai eu une très belle expérience d'enseignement, mais au Québec, c'est différent. Il y a un peu moins de liberté dans le travail. Puis aussi, en reconnectant avec la nature, moi-même, j'avais de la difficulté à aller travailler à l'intérieur toute la journée, entre 4 murs. C'était très difficile pour moi. Je sentais pas beaucoup l'appui non plus des écoles pour des projets différents qui sortent les élèves des 4 murs. Je sentais toujours une espèce de pression de performance, une pression de suivre le programme, une pression de faire comme les autres. Mais c'est peut-être moi qui se mettais cette pression-là. Mais quand même, je me sentais pas libre dans mon travail, je me sentais pas épanouie. Et moi, ce que j'aimais vraiment, c'est sûr que c'est l'éducation. L'éducation me passionne, mais ce qui me passionne aussi, c'est la nature. Donc, marier ces deux passions-là ensemble, c'est tellement fort. Puis je me suis rendu compte que c'est pas deux mondes à part. Tu sais, que la semaine, je suis à l'école, puis que la fin de semaine, je suis dans la forêt. L'éducation par la nature, c'est reconnecter les enfants à la nature en leur proposant des moments puis un temps dans la nature pour qu'ils reconnectent avec la nature, mais aussi pour qu'ils se reconnectent à eux, qu'ils apprennent des choses sur la nature, mais aussi des choses en général. L'enfant va vraiment développer plein de compétences. C'est magnifique ce qui se passe. Quand on laisse juste les enfants jouer librement en forêt, il se passe des petits miracles. C'est phénoménal. Tout en réfléchissant à tout ça, en expérimentant ça, qu'on a fondé Au Grand Air, qui est maintenant une coopérative. Donc, Au Grand Air va dans les écoles et les garderies du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Ville de Québec pour offrir ces moments-là aux enfants. De voir la nature dans toutes les petites craques de trottoir, dans les petits parcs urbains, dans tous les petits boisés qu'il y a, qui sont pas nécessairement utilisés par les communautés. Puis après ça, ce qu'on a remarqué, c'est que les enfants retournent dans ces boisés-là parce qu'ils ont vécu des activités au grand air, n'étaient jamais allés jouer là, et puis retournent dans ces endroits-là, refont même des activités qu'on leur a proposées, amènent leurs parents. Donc, on voit comme un mouvement de retour vers la nature, juste avec des petites activités toutes simples. Je pense que c'est quand on se questionne sur notre mode de vie, sur notre alimentation, sur comment on peut rendre le monde meilleur, comment le monde peut être meilleur, comment on peut aider la planète, les autres. C'est là qu'on devient des meilleures personnes, puis qu'on va encore mieux contribuer au monde, puis s'aider du même coup. Parce que tu te questionnes sur comment je peux amener plus d'équilibre dans ma vie, comment je peux amener plus de nature dans ma vie, comment je peux amener plus de gratitude, de bienveillance. Puis tout ça, ben, ça te rend une meilleure personne, ça t'amène une santé mentale beaucoup plus équilibrée, puis ça t'aide à aider les autres après. Je pense que revenir à la terre, revenir à la simplicité, c'est la solution pour créer un monde meilleur aussi.